On accorde une importance toute particulière au bien-être au travail pour tout d'abord améliorer la performance des salariés, mais aussi pour la bonne entente entre les collègues, pour la confiance entre les équipes et l'autonomie de tout le monde. Les tendances montrent bien que l'équilibre vie privée et vie professionnelle ne se résume pas qu'au télétravail. Aujourd'hui, on vient repenser en profondeur notre rapport au travail. Si on couple la communication, la mesure et l'action, on arrive à des résultats assez bluffants et surtout on gagne la confiance des gens. Copvox. Copvox, pour un autre modèle de société, le podcast des sociétés coopératives. Épisode 7, la qualité de vie au travail et l'équilibre vie personnelle-vie professionnelle. La QVCT, c'est vraiment l'ensemble des actions qui visent à améliorer les conditions de travail des salariés en conciliant à la fois le bien-être des collaborateurs et la performance des entreprises. Manon Blanchard est enseignante dans la filière RH Management de l'IUT de Montpellier et consultante en QVCT, c'est-à-dire en qualité de vie et des conditions de travail. Cette notion de QVCT a commencé à émerger il y a une quinzaine d'années avec celle des risques psychosociaux. Quand on regarde l'évolution de la QVCT, on remarque qu'elle correspond à chaque période de grande crise de l'histoire. Dès que les gens vont mal, on prend le temps de se questionner en fait. Aujourd'hui, on est capable de mesurer le coût du mal-être en entreprise. Le fait de ne pas mettre en place ce qu'il faut pour le bien-être de leurs collaborateurs peut leur coûter de l'argent. Il y a des études tous les 2 ans qui sortent. Les grands sujets vont toucher à l'équilibre de vie entre vie privée personnelle, vie professionnelle, que ce soit en termes d'horaire ou de charge de travail ou de déconnexion. La partie conditions de travail, donc là on se rapproche plus de l'historique de la QVT, des ressources humaines même, est-ce que les personnes travaillent dans de bonnes conditions avec du bon matériel et en sécurité. La partie également reconnaissance. Souvent les personnes vont manquer de reconnaissance bien qu'elles fassent bien leur travail et que les employeurs soient satisfaits, parfois on ne leur dit pas. Et puis il va y avoir tout ce qui est également ambiance au sein d'une équipe, management, tout ce qui va toucher beaucoup plus à l'humain et aux relations humaines. L'équilibre vie personnelle-vie professionnelle, les conditions de travail, la reconnaissance et l'ambiance de travail, ce sont les 4 volets de la QVCT sur lesquels chaque organisation, chaque entreprise peut agir afin d'améliorer le bien-être des salariés. Prenons le volet de l'équilibre vie perso-vie pro, le plus sensible aux yeux des salariés. C'est un enjeu stratégique. Quand on favorise un équilibre plus sain, on vient booster l'engagement, la créativité et la fidélisation des salariés. Ludivine Adla est maître de conférences en sciences de gestion et du management à l'IAE de Grenoble. Sur un plan social, on voit aussi que les attentes des salariés ont complètement évolué aujourd'hui. Ils veulent plus d'autonomie, plus de flexibilité, notamment avec l'essor du télétravail et des nouvelles formes d'organisation. Et ignorer cette réalité, c'est finalement risquer de se couper des nouvelles générations et de perdre en attractivité. Donc prendre soin de cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, c'est investir dans la performance et la durabilité. En 2023, le CSE nous a soumis un questionnaire à tous les salariés au sein duquel on devait répondre sur nos attentes. Aurélie Faure est responsable marketing et communication de Desica, une coopérative industrielle spécialisée dans le séchage et la déshumidification. Dans l'enquête de la QVT, les salariés ont soumis plusieurs attentes, notamment l'aménagement des locaux avec une salle de sieste. Il y avait également des demandes sur les événements conviviaux pour renforcer les liens et d'améliorer sa culture avec l'intervention d'une entreprise extérieure pour creuser des sujets autres que des sujets d'entreprise. L'entreprise a attribué un budget au CSE pour pouvoir répondre à ces attentes. Mais la principale demande qui a émergé, c'est la réorganisation du temps de travail hebdomadaire. C'est une vie au travail dont rêvent beaucoup de salariés. La semaine de 4 jours. Nous avons travaillé sur la mise en place de la semaine de 4 jours. Nous avons d'abord réalisé une période de test sur 4 mois. Et ensuite, nous avons réalisé une enquête et nous avons fait voter les salariés pour savoir s'ils souhaitaient poursuivre cette semaine de 4 jours. À 83%, les salariés se sont prononcés pour la pérennisation de la semaine de 4 jours. Donc, depuis cette date, nous travaillons tous 4 jours par semaine avec un jour off qui est soit le mercredi, soit le vendredi. C'est-à-dire que nous faisons 35 heures sur les 4 jours.
et une permanence commerciale et technique est assurée sur les jours non travaillés. Nous avons constaté un meilleur équilibre vie pro et vie perso. Chez Desica, 90% des salariés pensent que la semaine de 4 jours a amélioré cet équilibre. Moins d'absentéisme, pas d'impact négatif sur la réactivité et le délai de réponse aux clients, mais les collaborateurs ont constaté une perte de lien entre eux. Donc on a décidé de mettre en place les Desi Days. Ce sont des journées de cohésion banalisées pour tous les salariés. Au sein de ces journées, on va réaliser des formations collectives, des activités de renforcement, des conférences ou des activités de loisirs. Ce sont des journées au sein desquelles le programme est construit avec le CSE et elles ont lieu environ une fois par trimestre. Et sur cette semaine-là, nous travaillons donc 5 jours par semaine. La semaine des 4 jours fait partie des tendances marquantes expérimentées en France et à l'étranger, explique la chercheuse Ludivina Dla. Parmi les bienfaits soulignés, les entreprises nous disent qu'elles améliorent la productivité tout en réduisant le stress et la fatigue des salariés. Deuxième tendance clé, les congés illimités ou étendus. On a certaines structures qui vont proposer des congés sans plafond, qui sont basés sur la confiance et les résultats, ou encore des congés parentaux allongés pour mieux équilibrer les responsabilités familiales. Troisième tendance clé, le travail en mode asynchrone, sans horaire imposé. Chaque salarié choisit son organisation du travail en fonction de son propre rythme. Bien évidemment, il y a quand même des points de synchronisation minimale. Donc les tendances montrent bien que l'équilibre vie privée et vie professionnelle ne se résume pas qu'au télétravail. Aujourd'hui, on vient repenser en profondeur notre rapport au travail. Et sans aucun sujet tabou, comme le montre la démarche lancée il y a 3 ans par la coopérative Les Tilleuls, une société de services informatiques de 70 personnes, toutes associées, basées à Lille, Paris, Nantes, Lyon et Montpellier. On travaille dans l'informatique et c'est un secteur qui est assez sous-représenté en termes de parité. Il y a 30% de personnes menstruées dans notre société. Le besoin s'est fait ressentir de proposer lors d'une assemblée générale la mise en place d'un congé menstruel. Cécile Hélary-Amerel est responsable communication et événementiel. En addition à nos congés légaux, on a également 1 jour par mois que l'on peut prendre pour les douleurs menstruelles. Et dans ces cas-là, quand ça arrive, on prévient juste notre chargée des RH. Celle-ci, après, fait en sorte de s'arranger auprès de nos clients ou de nos différents rendez-vous pour prévenir qu'on sera absente pendant une journée. La mise en place du congé menstruel s'est fait intuitivement, très facilement, aucun souci. Ça permet de fidéliser les salariés sur place qui, de toute façon, ne peuvent pas travailler dans des bonnes conditions quand elles ont des douleurs menstruelles. La mise en place du congé menstruel a permis de réduire le turnover à une part extrêmement faible. C'est également un facteur d'attractivité pour le recrutement de personnel féminin sur des métiers en forte tension. On a également un onboarding maintenant qui est mis en place quand on a une personne qui revient soit d'un congé parental ou d'un congé sabbatique pour que vraiment l'associé, le salarié coopérateur se sente accueilli, ne se sente pas perdu parce que en plusieurs mois, la vie a continué dans l'entreprise mais le salarié qui était absent a forcément besoin d'un petit peu de rattrapage. On fait en sorte que ces réunions ne dépassent pas une certaine plage horaire pour qu'elle puisse rentrer, récupérer ses enfants plus facilement. Pour l'avenir, déjà, ce qu'on a commencé à faire à notre siège à Lille, c'est on a des places en crèche coopérative. C'est aussi un excellent moyen pour les salariés parents de ne pas avoir la charge mentale de chercher une crèche, parce qu'une fois que l'on découvre une grossesse, on peut automatiquement demander à notre pôle RH de nous réserver un berceau. Cette initiative, elle a commencé à être mise en place aussi à Nantes, qui est notre deuxième antenne la plus grosse. Parmi les autres échelons, c'est toujours plus de confiance, toujours plus de facilité pour faciliter le télétravail. Même si on aime le présentiel, on ressent parfois le besoin de travailler à distance et on a également droit à un budget pour pouvoir s'équiper correctement en termes de sièges, en termes de repose-pied, en termes d'écran ergonomique. On a pas mal de choses dans le pipe. Ce qu'on voit aujourd'hui, la chercheuse Ludivina Dla, c'est que performance et qualité de vie ne s'opposent absolument pas. En termes de performance, là, on vient de clôturer l'année 2024 et c'est la meilleure année qu'on a connue depuis de nombreuses années alors qu'on est dans un secteur assez en crise.
Quand on fait confiance aux salariés, qu'on leur donne le pouvoir de gérer leur temps et leur organisation, on va obtenir une entreprise beaucoup plus agile et attractive et donc beaucoup plus performante sur le long terme. Cette démarche de dialogue, de prise de décision partagée et de confiance est très naturelle au sein des sociétés coopératives qui ont ces valeurs au cœur de leur ADN. Puisque finalement, leur structure même va favoriser un équilibre plus juste entre vie privée et vie professionnelle. Tout simplement parce qu'elles ont une gouvernance démocratique qui donne aux salariés un réel pouvoir de décision sur l'organisation du travail. C'est-à-dire que les salariés vont définir ensemble les règles qui leur conviennent le mieux, contrairement aux PME plus classiques où c'est souvent le dirigeant qui fait ses choix. Elles ont aussi une répartition beaucoup plus équitable des responsabilités, ce qui va réduire la pression individuelle et favoriser une culture du partage. Un salarié qui ne va pas subir une hiérarchie rigide ou des objectifs inatteignables est beaucoup plus serein et plus impliqué dans son travail. On observe aussi que dans ces entreprises, il y a une meilleure flexibilité du temps de travail. Et cette souplesse, finalement, elle est possible parce que la confiance est un véritable pilier du modèle coopératif. Les PME coopératives mettent souvent en place des innovations sociales. Et ce qui est intéressant, c'est que ces approches ne vont pas faire qu'améliorer la qualité de vie et des conditions de travail. Elles vont aussi venir renforcer l'engagement, la fidélisation et la performance de l'entreprise sur le long terme. La réussite tient pour beaucoup de la méthode choisie pour aborder la question de la qualité de vie et des conditions de travail. Moi, j'ai une méthode très simple qui tient en 3 volets. Communiquer, dans un premier temps. Mon expérience me prouve que la communication est souvent la clé. Le deuxième volet, c'est mesurer. Mesurer pour pouvoir prouver ce qu'on fait et pour pouvoir se projeter sur la durée. Pour savoir à quel point les choses qu'on va mettre en place ont de l'impact à long terme. Quand je dis mesure, c'est mesure continue. Des enquêtes plutôt globales, régulières, pour mesurer tout un ensemble d'indicateurs, d'engagement, de performance. Et ensuite, le troisième volet, c'est effectivement d'agir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sensibilisation à la QVT qui existe, de conférences, d'ateliers, de choses comme ça, c'est très bien. Mais par contre, sans action, on perd les gens. Et donc, si on couple la communication, la mesure et l'action, on arrive à des résultats assez bluffants et surtout, on gagne la confiance des gens. Sans confiance, rien ne tient. Les sociétés coopératives sont construites sur un double projet, humain et économique. Leurs dirigeants et leurs coopérateurs expriment des niveaux de bien-être en moyenne beaucoup plus élevés que dans les entreprises classiques. Les émotions positives et le sentiment d'accomplissement au travail recueillent dans les coopératives des notes entre 7,5 et 7,9 sur 10. C'est ce que révèle une étude réalisée en 2021 par le laboratoire Montpellier Research and Management auprès de plus de 750 dirigeants et collaborateurs de Scope et de SIC dans le cadre du FACT, le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail. Dans le prochain épisode de CoopVox, nous verrons que le modèle coopératif est également un formidable accélérateur de l'ascension sociale. À très bientôt. CoopVox. Partagez, commentez ce podcast sur les réseaux sociaux des Scope et des SIC. LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et Blue Sky. Vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités des sociétés coopératives? Rendez-vous sur lescope.coop.